Bonjour à tous, je suis Cédric Rassabi. Écoutez, vous êtes déjà 84 connectés. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à interagir sur le chat qui va être notre outil de dialogue pendant cet échange qui est consacré finalement au sujet de l'entrepreneuriat. Cette visioconférence va être enregistré, donc vous aurez aussi la possibilité de le réécouter à l'issue de notre échange. Alors peut-être avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, là, je vais peut-être me présenter. Merci de me signaler qu'on m'entend bien. Donc moi je suis Cédric Rassabi, je suis le directeur de l'incubateur Paris Est au sein du groupe INSEC. Au sein du groupe INSEC, on a un incubateur qui est physiquement dans l'écosystème de la ruche dans le 20e. Et moi, à ce titre, j'accompagne les porteurs de projets qui sont anciens du groupe INSEC dans leur démarche d'entreprendre, de start-up. Et donc, on a trouvé intéressant d'échanger avec vous sur finalement ce qu'il y a derrière cette notion d'entrepreneur, de start-upper, peut-être d'intrapreneur. Peut-être que vous avez entendu ces termes qui sont de plus en plus utilisés dans les grands groupes, qui est une tendance aussi du moment. Et donc l'idée, ça va être d'échanger un petit peu avec vous sur finalement ma conception, moi, de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce qu'on déjà les motivations? J'imagine que autour de la table, il y a peut-être déjà des entrepreneurs ou des gens qui aspirent à entreprendre. Et donc, je vous propose d'échanger sur cette heure là, sur les points clés et les clichés. Revenir un petit peu sur les clichés, puisque je démarre souvent comme ça, ma conviction profonde, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour réussir dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat. J'ai moi-même été entrepreneur j'ai beaucoup d'humilité dans cette notion de comment faire pour réussir une entreprise, et aussi beaucoup d'admiration pour tous ceux qui se lancent dans cette démarche. Alors, peut-être une première caractéristique avant de vous d'interagir avec vous par le chat. Mon parcours initial qui m'a amené aujourd'hui à être aussi en charge de l'incubateur. J'ai un parcours qui est à la fois à la base financière. Je suis ingénieur de formation mathématique et j'ai fait une dizaine d'années dans le monde de la finance de marché, puis finance d'entreprise au sein d'un grand groupe bancaire. Et ensuite, j'ai basculé sur la performance plutôt humaine, et donc j'ai été plutôt dans des missions RH. D'accompagnement de transformation, et donc c'est à ce double regard à la fois financier et RH que eh bien j'ai cette opportunité d'accompagner nos porteurs de projets. Donc ça vous expliquera un petit peu aussi ma coloration et ma conviction profonde. Alors, première question, d'à votre avis, vous qui êtes présent, pourquoi est-ce qu'on souhaite entreprendre? Pourquoi est-ce que le panel aujourd'hui quand on demande notamment à tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, quelles sont à votre avis les raisons fondamentales qui poussent un professionnel à entreprendre, qu'il soit jeune ou moins jeune? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous demande pourquoi entreprendre? N'hésitez pas à interagir alors, à votre avis. Quelles raisons poussent à entreprendre? Je vous laisse interagir sur le chat peut-être. Ne soyez pas timide. Qu'est-ce qui à votre à votre avis pousse à entreprendre? Effectivement, donc innover, participer, insuffisance de ressources, tiens, faible revenu dans le salariat, liberté, épanouissement.
Effectivement. Alors, toutes ces raisons sont la passion, l'indépendance, tiens, liberté par rapport à l'employeur. Tout ce dont vous évoquez sont effectivement des raisons qui reviennent généralement dans le panel. Entreprendre, c'est innover. Effectivement, eh bien, les 5 grandes raisons hein, qui sont celles que vous aviez énoncées, hein, il y a cette notion d'entreprendre pour donner du sens. Vous parliez de valeur, on parlait de cette notion de voilà, donner du sens dans peut-être la réponse à un produit, peut-être certains l'évoquaient, bah, je suis insatisfait d'un service qui est là et j'ai envie de remettre du sens dans l'offre de service, dans la relation qu'il peut y avoir. Eh bien, ça peut être une des raisons. Une des raisons qui est aussi présente, c'est pour la liberté. On verra on a cette liberté d'action lorsqu'on est entrepreneur, mais derrière cette liberté, on a aussi des responsabilités qu'on va voir. Le challenge, c'est le dépassement de soi, le challenge de construire une proposition de valeur qui soit peut-être utile pour son client, pour ses partenaires, le fait d'être du coup aussi je vais en extrapolation aussi devenir son propre chef, celui qui impulse, celui qui moi j'aime bien quand on réfléchit à cette notion d'entrepreneuriat ou de personne morale, on parle déjà de personne morale et elle a sa propre raison d'être, hein, c'est vrai, on parle de raison sociale et donc bien entendu il y a derrière une raison sociale, celle portée par le créateur. Et on revient aussi régulièrement cette notion d'argent. Eh bien, on va voir hein, déjà si effectivement, quand on est entrepreneur, est-ce qu'on a une espérance de gain qui est peut-être plus importante que le salariat, mais l'ancien financier que je suis parle souvent non pas d'argent, mais plutôt de couple, de rendement risque. Si on a une espérance de gain important, c'est qu'il y a peut-être aussi un risque plus important. Hein, et donc, le couple rendement-risque est lui, là aussi, le challenge qui amène un risque, mais qui a aussi un sujet financier, une espérance en tout cas important. Donc, ce sont déjà, c'est le premier sujet, hein, c'est pourquoi entreprendre. On retrouve ces raisons. Alors, une fois qu'on a dit ça, on arrive sur quelque chose que vous avez peut-être déjà vu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une tendance à entreprendre? Et moi, j'aime bien définir très simplement la notion d'entreprendre comme étant le fait de prendre entre. Je trouve que c'est pour moi la définition la plus simple, en tout cas que j'ai, la plus saine. C'est celui qui entreprend, c'est quelqu'un qui va être capable d'interconnecter finalement des domaines ou des mutations. Aujourd'hui, bien, on est bien placé, hein, vous tous aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre, hein, avec cette situation exceptionnelle. Le monde aujourd'hui est mondial, on est mondialisé. Hein, actuellement, c'est une preuve s'il en est, si on avait le besoin. Derrière cette mondialisation, on a aussi cette mutation sociétale. On a basculé globalement depuis 2 mois sur un monde, enfin un mois, sur un monde qui est plutôt online, massivement interconnecté. On parle d'apéro WhatsApp, on parle de capacité à se retrouver, à créer des échanges sur des moments qui étaient complètement inopérants il y a encore quelques années, et qui s'accompagnent bien entendu hein, de ces mutations sociales, à la fois de l'explosion technologique pour servir ces mutations et de ces explosions technologiques qui impulsent ce changement, tout ça au travers de nouveaux modèles économiques. Eh bien, on est sur cette mutation profonde, et donc on est dans un univers qui finalement permet de prendre encore plus entre les domaines et donc de créer des opportunités finalement de connexion, de déconnexion, de nouveaux players, de pure players,
si je parlais du domaine bancaire que je connaissais bien, il y a 10 ans, parler de start-up à des grands groupes bancaires était complètement voilà, impensable. Aujourd'hui, le marché des fintech est un marché qui foisonne en termes de réflexion, qui foisonne en termes de tendance à aller attaquer des marchés bien établis. Et ça a été possible grâce à ces différentes mutations qu'on évoquait, avoir sa banque en ligne ou sur son téléphone, être capable d'avoir de l'information plus qualifié que celui qui nous donnait de l'information, eh bien, a transformé fondamentalement les besoins, la proposition de valeur nécessaire. On est quelque part finalement hein, dans ce monde qu'on qualifie, hein, je pense que c'est l'acronyme que vous avez peut-être déjà entendu, de VUCA ou VICA, un monde volatile, incertain, complexe et ambigu qui augmente du coup le champ des possibles à prendre entre. Donc cette tendance, elle est présente et en France, fondamentalement, on fait partie dans la place mondiale eh bien, des endroits où on a envie d'entreprendre, puisqu'on a un modèle qui nous pousse quelque part, qui nous permet, j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions sur ça, qui nous permet d'entreprendre avec un risque qui est peut-être moindre que dans d'autres pays. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi je souhaite entreprendre? Mais c'est qu'est-ce qu'entreprendre? C'est prendre entre les domaines. On revient sur le cycle rêvé des startups, d'une startup, et donc je vous propose peut-être, j'espère que vous voyez bien. Je vous propose, alors moi j'appelle ça la partie théorique, c'est comment marche quelque part le cycle de vie d'une startup. On commence par cette phase 1 qui est cette notion d'idéation. Je vais réfléchir à une proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est assez simple, hein, c'est un prix, un produit ou une offre à un prix donné pour un segment de clients donné. Eh bien, quand j'ai cette proposition de valeur, j'ai envie de la concevoir. Une fois que j'ai cette idée, cette phase d'idéation, je passe à la phase qu'on a appelée ici -1, qui est la phase dite de conception. On va arriver ensuite à la phase de commitment, qui va être plutôt j'ai des premiers, voilà, je délivre les premières briques et je vais permettre au client à qui j'avais en tête de bien valider la phase 1, la proposition de valeur, le fait qu'il y ait bien des clients qui sont prêts à payer pour ce service ou cette offre, et donc qui me fait dire que je réponds bien à un besoin. On verra dans les clichés, mais créer des produits qui ne répondent pas à des besoins, ça amènera mécaniquement à une invalidation du modèle. Et une fois qu'on a validé que l'offre qu'on avait mis à disposition, offre de service ou de produit, elle répond à un besoin dans cette phase de validation, on va passer à cette phase dite de scaling. C'est cette phase bleue là ici, qui est la phase dite de j'ai validé localement, maintenant comment je développe cette vente beaucoup plus massivement. Comment je construis ma taille, enfin mon passage à l'échelle, comment je vends davantage au travers de cette phase dite de scaling. Et dans cette phase de scaling, notamment, c'est notamment des sujets qui marchent bien avec le digital. C'est pour ça qu'on a de plus en plus dans le monde startup la notion de digital, puisque la phase de scaling elle semble plus facile, mais un business model traditionnel marche aussi. Si je prends une restauration et à un moment donné j'ai un concept qui marche à un endroit, comment je développe le passage à l'échelle, ça peut être de la franchise, j'ouvre en marque propre, etc. Eh bien, ce sont des modèles d'affaires qui sont différents, mais qui vont servir cette notion de passage à l'échelle, pour arriver à cette notion d'être un acteur établi avec une place finalement de grande entreprise. C'est vraiment la partie dite théorique. Derrière ce modèle d'affaires qui reste, ce cycle de création qui reste toujours d'actualité. On peut retrouver différentes méthodes, le lean canvas,
différentes méthodes pour aller plus ou moins vite dans ces boucles de cycle de création, mais on retrouve bien du coup un principe théorique qui prévaut à mon sens aujourd'hui encore. Et de ce principe théorique, on arrive à finalement je vais essayer d'agrandir. Est-ce que vous voyez plus? Non, je pense que vous voyez peut-être pas forcément beaucoup plus. Bon, l'idée c'était en tout cas de vous donner ça, et je répondrai aux questions au fur et à mesure. Et l'idée, c'est qu'une fois que je suis passé du modèle théorique, nous aurons des revenus théoriques qui sont associés à chaque étape. Et donc, ce qui était pour moi intéressant pour que vous compreniez bien le modèle d'une start-up ou d'une entreprise, vous avez en abscisse cette notion dite de temps, et en ordonnée la notion dite de revenu, de chiffre d'affaires, on va dire, ou de revenu net, mais c'est plutôt du chiffre d'affaires. Et donc, vous allez voir finalement que lorsqu'on est dans cette phase d'idéation, de prototypage, eh bien, on va être sur des dépenses. C'est-à-dire que dans les premiers temps de création de l'entreprise, eh bien, on est en train d'être dans l'idéation, on est en train de construire son prototypage et on est en train de faire en sorte que le modèle il soit validé ou invalidé par le client cible, par la cible. Eh bien, on est dans cette notion dite de vallée de la mort, puisqu'on on va avoir des dépenses qui vont être très importantes et elles vont commencer les revenus vont commencer à redevenir croissants à partir du moment où on aura des premières validations. Eh bien, pour financer ces dépenses importantes sur cette place startup, on peut avoir affaire à ce qu'on appelle des business angels ou du seed capital, c'est-à-dire que ce sont des investisseurs qui vont parier sur votre concept et qui vont vous permettre d'arriver à financer les premiers sujets et donc qui vont vous permettre ensuite de valider le modèle, de vivre pendant le temps de cette validation et donc d'arriver au break-even et donc d'arriver à une deuxième phase qui va être, maintenant que j'ai des signaux qui sont forts d'un marché, on va être sur maintenant une phase qui va être davantage d'accélération et donc on va parler sur ce temps 2 avec des fonds qui vont plutôt provenir de financeurs plus établis, en tout cas en termes de structuration. On va parler de venture capitals, fonds d'investissement, qui vont être soit spécialisés, j'en parlerai un petit peu après, et qui vont venir alimenter le développement de l'entreprise avec on va appeler ça des premiers tours, des deuxièmes tours, des troisièmes tours, en tout cas qui vont venir quelque part accélérer le scaling de l'entreprise. C'est un peu ça l'objectif du venture capital, c'est je vais accélérer le développement de l'entreprise et donc mécaniquement les revenus qui devraient arriver et on espérer arriver à ce qu'on appelle une IPO dans le monde capitalistique, à savoir une entrée en capital via des bourses, les marchés des capitaux. Et donc arriver à rembourser le fonds d'investissement et à arriver finalement dans cette notion de marché ou de secondary offering sur cette notion d'intensité capitalistique où on est une entreprise établie et qu'on a réussi à percer le marché et à être le leader. Donc ça, c'est la théorie. Pourquoi j'entreprends? Qu'est-ce que ça veut dire quoi entreprendre? Si je dis que c'est prendre entre, avec un modèle d'affaires qui va être, un cycle qui reste toujours identique et des personnes qui sont présentes à chaque étape pour potentiellement alimenter les besoins en financement de l'entreprise, soit au démarrage pour prototyper ou soit en accélération. Et comme je vous l'ai dit, prendre entre, ça a des opportunités. Quand on est en période de crise, on a des opportunités qui n'étaient pas présentes qui apparaissent. Je prends un exemple
simple, faire le milieu de l'enseignement, par exemple, était un milieu qui est était encore en réflexion sur des modèles de blending learning, c'est-à-dire faire des visios comme on se voit et puis se voir physiquement. Dans une période où on est complètement, il est interdit d'avoir des connexions, et bien ça crée tout de suite des nouvelles façons de communiquer. Comment je mets en place une interaction asynchrone, synchrone, sans avoir un contact physique. Comment j'accompagne le développement? Et bien effectivement, des crises amènent leur lot d'opportunités, en tout cas leur lot de prendre entre qui n'étaient pas présents avant les dites crises. Donc, sur la partie, maintenant, j'aimerais une fois qu'on a posé un petit peu ça, revenir sur quelques éléments, quelques clichés. Puisque finalement, quand on parle de ce principe théorique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Eh bien, on a quand même 75%, donc 3 startups sur 4, 3 projets qui n'aboutissent pas, c'est-à-dire que qui n'arrivent, 3 projets sur 4 qui ne passent pas cette notion dite de vallée de la mort et qui n'arrivent pas à décoller. Et à votre avis, pourquoi? Pourquoi, à votre avis, voilà, 3 startups sur 4 échouent? Donc, allez-y, hein, qu'est-ce qui vous semble, qu'est-ce qui vous ferait dire fonds propres insuffisants, besoin du marché n'est pas là, ouais, analyse de risque, BFR mal calibré, donc effectivement, démoralisation, ouais. Alors, quelques chiffres, rentabilité pas suffisante, effectivement, donc tout ce que vous amenez est intéressant, donc vous avez quelque part, tout ce que vous avez dit est extrêmement intéressant. On a un sujet déjà de financement, environnement politique. Moi, je le vois, je vois ça comme donc je vois ça un peu comme effectivement soit des facteurs financiers. On n'a pas assez levé de fonds au démarrage. On a dépensé trop d'argent sur des temps voilà, un peu trop early stage, hein, on va dire trop tôt en tout cas. Et on a un sujet qui est quand même pour moi fondamental, qui est aussi le sujet RH. Qu'est-ce que ça veut dire le sujet RH? C'est que peut-être qu'on a dans l'équipe, si je suis seul à porter le projet, eh bien la première question c'est est-ce que j'ai des compétences pour recruter les personnes qui vont m'accompagner, qui vont être complémentaires à ma façon de fonctionner. Est-ce que je vais, si je ne suis pas seul, est-ce que j'ai bien en tête toutes les forces et les points d'attention du mode de fonctionnement de l'équipe? Et j'insiste souvent sur cette notion qui n'est pas anodine, hein, de pacte d'actionnariat. Quand on monte sa structure avec différents associés, eh bien, on a cette notion de pacte d'actionnariat qui n'est pas qu'un papier juridique. Qui est là aussi pour poser la question de comment on va fonctionner entre nous, quelle va être bien entendu la répartition des parts, certes, mais qui va décider de quoi, qui va gérer les différentes activités, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas d'accord, et comment on va à un moment donné, notamment lorsqu'on fait appel à des business angels et notamment à des VC, des venture capital, lorsqu'on accélère. Quand on a présenté notre plan théorique de financement, eh bien on a cette tendance à vouloir recruter très rapidement
et on a finalement eh bien des personnes qu'on recrute avec des compétences mais qui ne sont pas en lien avec la façon dont on a envie de travailler, ou complètement des mauvaises compétences, puisque on a voilà, on a cherché des compétences qui sont tellement clés. Là, je parle des compétences techniques aujourd'hui, aller recruter un CTO, un Chief Technical Officer. Eh bien, il n'y a pas que l'argent, il va y avoir aussi une vraie conviction entre le CTO qui est beaucoup plus rare. En fait, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, ou d'offres que de demandes, pardon. Et donc, eh bien, on a un risque important à ne pas convaincre la personne que, eh bien, on va travailler avec une équipe qualifiée. Bien entendu, et vous l'avez tous dit, une fois qu'on a parlé de financier, une fois qu'on a parlé de ce risque RH qui est pour moi majeur, il y a bien entendu ce risque de produire quelque chose qui ne satisfasse pas le besoin, et donc on ne peut pas, ce qu'on appelait, monétiser l'idée, not able to successfully monetize the idea, ou qui arrive et qui est un peu plus rare pour moi, mais on peut être battu par un concurrent, mais le sujet est quelque part voilà. Quand on est sur les startups, ma conviction, c'est que c'est toujours bien d'avoir une ou deux personnes qui sont sur la place, puisque ça veut dire il y a un marché qui existe, hein. Quand on était sur les experts du commerce savent très bien qu'il y a qu'une seule règle, c'est la place. La place. Et bien, quand on a une première ou une deuxième startup qui arrive sur un secteur d'activité, sur une même cible client, ça veut dire qu'il y a probablement un marché, que le start-upper n'est pas non plus que le seul à penser que ce marché existe, et donc n'est pas le seul à évangéliser aussi cette partie. Donc, un cycle, une opportunité d'entreprendre finalement en prenant entre les domaines pour répondre à des envies d'entreprendre telles qu'on l'a décrit, des cycles qui sont bien établis, et pour autant 3 startups sur 4 qui plantent, pour des raisons financières, des raisons, me semble-t-il, humaines, ou des raisons de compréhension du marché. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, attardons-nous un petit peu sur les quelques clichés qu'on peut avoir. Quels apprentissages? Alors, le premier que je vous propose, cliché ou réalité ou info ou intox, c'est cette maxime de « il faut être parmi les meilleurs pour entreprendre ». Alors, j'ai bien mis « meilleur » entre guillemets. Et pour répondre à cette phrase, j'ai mis trois photos. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase « il faut être parmi les meilleurs pour entreprendre » ? Et je reviendrai après sur les compétences telles qu'on l'observe quelque part pour entreprendre, et je redescendrai un peu plus en détail sur les compétences. À votre avis, qu'est-ce que ça illustre? Il faut être parmi les meilleurs pour entreprendre. Alors, je vous ai mis pour challenger ça, Michael Jordan, quelqu'un a démasqué le numéro 23, donc on a des amateurs de basket. Donc, c'est assez intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est fait sur ces icônes. Mais Michael Jordan, par exemple, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basket de NBA. Voilà, prenons ce sport en tout cas, parmi l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Et pour autant, Michael Jordan n'a pas été considéré comme assez bon en universitaire. C'est-à-dire que l'un des plus grands joueurs basket, toute période confondue, a été on ne l'a pas gardé en universitaire en considérant qu'il n'était pas assez bon. C'est un exemple pour vous dire que le meilleur joueur, en tout cas l'un des meilleurs, n'était pas considéré à un moment comme assez bon pour pouvoir faire ça. Steven Spielberg, que vous avez peut-être reconnu, parce que aussi une anecdote
sur cette notion, hein, Steven Spielberg n'a pas eu son diplôme de cinéaste. Pour l'anecdote, hein, de réalisateur, hein, si on veut être précis. Hein. Donc, Steven Spielberg, on considérait qu'il n'était pas assez bon pour être réalisateur, donc il n'a pas eu son diplôme d'école lorsqu'il a commencé à vouloir être réalisateur, hein, au démarrage. Et pour l'anecdote, une fois qu'il a eu tous ses succès, il y a quelques années, il est revenu ce diplôme dans l'école qu'il avait, où on avait considéré qu'il n'était pas assez bon, et on peut considérer que c'est peut-être l'un des meilleurs réalisateurs ou pas. En tout cas, c'est à vous de voir. Et si je prends l'exemple de Alibaba que vous connaissez tous, c'est celui que je prends en dernier, et bien entendu, Jack Ma a effectivement le même parcours. Puisqu'il n'a pas été considéré comme il n'a pas été reçu dans l'un des des diplômes de son pays. En tout cas, n'a pas reçu, n'a pas été diplômé dans cette partie. Et effectivement, Jack Ma évoque avec beaucoup d'humilité cette notion à l'échec et ce que ça lui a apporté. Donc, moi, je dirais sur cette partie, il faut être parmi les meilleurs pour entreprendre. Eh bien, là encore, la question qui va être intéressante, c'est meilleur par rapport à quoi? Et effectivement, un point d'attention sur qui me juge, qui est là pour me dire que je suis éligible, je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Quand on voit ces trois parcours, hein, peut-être Jack Ma étant les plus connus, puisque le plus récent, mais quand on regarde le parcours de Michael Jordan ou de Steven Spielberg, on peut se poser la question de qui juge la capacité ou pas à entreprendre. Je vais continuer un petit peu sur les clichés. Alors, pour entreprendre, il faut avoir une idée innovante et surtout ne pas en parler. Qui est d'accord avec cette maxime? Pour entreprendre, voilà, pour être une start-up, il faut avoir une idée innovante et ne surtout pas en parler. Vrai, faux? Florian me dit faux. Impossible. Vrai, faux? Eh bien, à n'importe qui, oui, c'est intéressant. Ne pas parler trop tôt. Ce sont toujours des sujets qui arrivent, des peurs de peut-être qu'on me pique l'idée. Ce qui est intéressant, et je vous invite à aller faire un petit tour sur le site qui s'appelle Product Hunt. Product Hunt est un site qui vous répertorie toutes les startups mondiales, en tout cas, et qui vous donne, qui vous fait une veille, en tout cas de l'idée, qui vous fait une veille de toutes les propositions de valeur qui sont en train de se faire. Je vous invite à aller faire un tour. Et on parle de la conviction que finalement, bien, l'idée est intéressante, mais ça va être sa capacité à la rendre applicable, à la rencontre du marché qui va faire la différence. Et pour démontrer un petit peu en tout cas ma conviction, hein, je vais prendre l'exemple de Doctolib. Est-ce que quelqu'un, Doctolib, hein, Doctolib en France, voilà, acteur majeur de la mise en relation entre le corps médical et le soignant, eh bien, d'où vient, à votre avis, l'idée de Doctolib? Voilà, Doctolib, comment a été, ces fondateurs-là, cette pépite française, comment ils ont eu cette idée de créer Doctolib? Pénurie de secrétariat, des cabinets médicaux pour obtenir un rendez-vous. Ça aurait pu être, tout à fait, hein, c'est vraiment le cœur, les pages jaunes, délai de rendez-vous. Ouais. Donc, on peut se poser cette question pour prendre le rendez-vous. Exactement, Pierre-Henri Boutron, tout à fait. Doctolib, en fait, enfin, l'histoire qui est vraie, et vous regarderez un petit peu. Ils sont allés aux États-Unis et pour prendre leurs rendez-vous médicaux, eh bien, il y avait déjà l'équivalent de Doctolib américain qui était présent. Et ce qu'a fait ces créateurs,
cette pépite française, hein, ils ont implanté l'idée en France. Et à l'époque, il y avait à peu près 4 ou 5 sites qui ont eu cette envie de reproduire une idée qui marchait à un moment donné et de la ramener en France sur cette notion-là, disant, écoutez, je vais juste prendre cette idée qui a l'air de marcher, qui n'est pas une idée, c'est cette solution qui existe dans un pays, et je vais la mettre en disposition. Et donc, on avait à peu près 4 ou 5 plateformes qui sont lancées à peu près au même moment. Et aujourd'hui, Doctolib est le grand gagnant, mais l'idée, ils l'ont eu juste en la répliquant. Alors, quelque part, sur le démarrage, a été une réplication de ce qui existait au pays américain. Et en revanche, ce qui va être pour moi source d'inspiration, de réflexion, c'est l'exécution. Puisque l'idée, elle existe et elle est à un endroit donné. Et la best execution, hein, comment je fais pour finalement prendre en considération la culture, le pays, pour néanmoins y arriver et rafler la mise sur un secteur qui était encore peu présent. Et donc Doctolib, je vous invite à regarder un petit peu l'histoire qu'il y a derrière cette histoire vraie. Ou Product Hunt, voilà, vous fait dire que si aujourd'hui vous n'avez pas d'idée, vous estimez que vous avez les compétences d'entreprendre, mais que vous avez besoin de peut-être démarrer, d'amorcer votre processus, eh bien allez faire un tour sur Product Hunt et vous verrez peut-être énormément d'idées que vous pourriez utiliser sur un nouveau secteur ou un croisement d'idées. Et le fait d'en parler, et ça, il n'y a pas de vérité. En tout cas, moi, ma conviction, c'est plus j'en parle et plus je suis capable de l'expliquer mon idée, plus je suis capable d'expliquer mon idée et plus j'ai du feedback. Et donc, quand on me dit, ça dépend, je n'ai pas envie d'en parler à tout le monde, ou ça dépend de quelle personne. Moi, j'aime bien cette notion de si moi, je suis capable d'expliquer à n'importe quelle personne, c'est que déjà, mon idée, elle est plutôt claire. Et si la personne en face de moi, elle me donne un feedback qui me dit qu'elle a compris ce que j'ai dit, c'est déjà une calibration de communication plutôt claire. Et donc pour le site, hein, vous tapez, il est sur le slide là, donc Product Hunt, Product espace Hunt, chasseur de produits. Hein, en tout cas, et vous aurez une multitude d'idées de startups qui existent sur des pays divers et variés, et ça pourrait faire sens de partir d'une de ces idées à réadapter à un pays. On parlait tout à l'heure du continent africain. Il y a énormément d'idées ou de courants entrepreneuriaux en Afrique qui sont présents, et d'ailleurs l'IFG l'accompagne avec aussi cet incubateur à Abidjan qui a été ouvert très récemment pour porter notamment cette innovation. Eh bien, on peut aussi se servir de tout ce qui est en train de se faire en Afrique et de regarder un peu ce qui s'y fait, puisque souvent on a l'impression qu'on va prendre des solutions qui existent ailleurs, mais aujourd'hui le vivier fait que on peut utiliser une situation qui marche à un endroit et l'adapter ailleurs. D'ailleurs, si je prends juste le monde bancaire, hein, je pense que on voit que l'Afrique est bien en avance sur le paiement sans contact et sur les différentes solutions qui existent en évitant la bancarisation avec les cartes bleues, etc., comme les pays de l'Est, qui est un sujet que je surveille particulièrement. Et c'est vrai que côté FinTech, eh bien, on pourrait gagner à regarder un peu ce qui est en train de se foisonner ailleurs pour voir ce qui peut se faire dans le pays qui nous intéresse. Donc ma conviction, c'est idée innovante, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Deuxième, un autre point, on me dit, du coup, voilà, moi ma conviction, c'est ça. Seul le marché sait si l'idée est bonne ou pas. Et on entend souvent ce sujet, notamment, cette idée ne marchera pas. Et donc je voulais un petit peu illustrer ça avec vous sur deux icônes. Est-ce que vous reconnaissez ces icônes, notamment cet homme à gauche? Oui, Jean est très perspicace, tout à fait. Walt Disney,
Merci Julien. Et effectivement, vous êtes et vous avez à droite Harry Potter, tout à fait, qui est derrière l'histoire. Si je prends par exemple l'histoire de Walt Disney, c'est assez intéressant puisque Walt Disney, à qui aujourd'hui, qui est l'un des plus grands créatifs, hein, qui a développé un process, on a modélisé la façon dont il faisait ses productions, notamment ses productions cinéma avec une méthode de créativité. Eh bien, on a dit à Walt Disney que son Mickey, la façon quand il lançait son égérie, son empire, en tout cas avec son frère, à un moment donné, eh bien, qu'il n'était pas assez créatif et que ça ne marchera pas. Et on voit maintenant aujourd'hui ce que ça a donné. D'ailleurs, le processus créatif de Walt Disney, hein, il est très proche de celui du créateur, puisque Walt Disney, dans sa méthode, hein, il est dans cette notion de, juste en aparté, hein, je rêve mon projet, je le réalise, j'ai l'esprit critique. Avec, du coup, il avait construit, hein, c'est assez modélisant, c'est assez intéressant à regarder. Il avait construit un immeuble où il avait dans ses studios, il avait au deuxième étage de son immeuble uniquement un endroit où il mettait ses croquis. Donc c'est ce qu'on appelait l'espace rêveur, on a modélisé ça comme l'espace rêveur. Il avait au premier étage l'espace dit réalisateur, où il demandait à ses équipes de mettre en musique sur la base des croquis qu'il avait fait et les croquis sans aucune contrainte technique. Et là, il demandait au réalisateur maintenant d'y ajouter la partie réaliste, mise en place de l'idée concrète. Et il avait au rez-de-chaussée un cinéma. Et il demandait du coup, donc là, le feedback direct du client final. Et donc, il demandait à des gens qui passaient devant son bâtiment de venir assister à des scènes. Et donc, il récoltait l'avis à la sortie du cinéma. Hein, et donc, il remontait après en disant, ah ok, on a des croquis, on a différents croquis de Mickey avec plus ou moins gros, plus ou moins noir, rouge. Et donc, il prenait l'avis de son public, donc de son marché, en disant lui, ce Mickey-là, il m'a fait un peu peur, et donc il réajustait. Donc on a énormément de croquis de cette personne, enfin de ce cinéaste qui est effectivement aussi à qui on a dit, bah, vous n'êtes pas assez créatif. L'histoire qu'il y a derrière peut-être Harry Potter est une histoire peut-être un peu plus connue. Hein. Si vous regardez celui qui a écrit enfin, voilà, l'ensemble des Harry Potter, J.K. Rowling, eh bien, vous avez aussi toute une histoire derrière, puisque énormément des maisons d'édition ont refusé, enfin aucune maison d'édition jusqu'à celle qu'elle a eue, n'avait souhaité publier son livre en expliquant que son monde était tellement différent, était tellement loin que ça ne marchera pas. Et on peut connaître finalement le succès. D'ailleurs, elle le dit hein, quand elle est souvent interviewée, elle explique bien comment elle a eu des difficultés pour signer son premier livre, et on voit le succès que ça a eu maintenant avec livres, films et tout l'univers qu'Harry Potter a apporté dans cet espace-là. Alors, j'en reviens un petit peu sur, conviction ou pas. Alors, un produit, c'est bien, une équipe, c'est mieux. Et cette photo-là, alors déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Un produit, c'est bien, une équipe, c'est mieux. Et cette icône-là de Airbnb, des réflexions sur ça? Un produit, c'est bien, mais une équipe, c'est mieux. Airbnb, qu'est-ce que ça vous évoque? On est complètement là dans Airbnb. Savoir s'entourer de personnes compétentes dans le cadre, on ne peut pas réussir seul. Alors, effectivement, avec une équipe, on arrive à mieux concevoir un produit.
Airbnb n'a pas de produit. C'est vrai qu'on pourrait, si on regarde un peu le business model Canvas de Airbnb, est-ce que c'est un produit, un service? Moi, je vous parle plutôt de l'aventure qu'il y a derrière Airbnb. Growth hacking, c'est pas mal. Airbnb, on va revenir un petit peu à la genèse d'Airbnb. Hein. On est complètement sur Airbnb, la start-up américaine. Ils commencent dans leur garage, ils sont deux. Et ils commencent dans leur garage avec cette envie de mettre en relation, hein, je vous rappelle, hein, des surfeurs qui veulent aller dans les meilleurs spots du monde et qui ont envie d'être logés chez l'habitant et donc ont cette conviction de mettre en place une mise en relation entre ces modes de vie. Ce mode de vie en tout cas. Et donc, se réunissent, ils sont deux, ils commencent à développer l'idée et au bout d'un moment, ont besoin de financement. Et effectivement, derrière cette notion de Airbnb, ils vont voir le banquier et le banquier il leur explique leur idée est géniale, voilà ce qu'il en est, ils ont besoin de financement. Et donc là, le banquier leur dit non, mais moi, on revient un peu sur les clichés d'avant. Moi, je crois pas en votre idée. Moi, je finance pas ça. Non, débrouillez-vous. Et je vois que certains parlent de financement externe. Il y avait pas ce sujet-là à ce moment-là. Et donc, ils disent bon, bah non, monsieur le banquier dit non, moi, je ne vous prête pas d'argent pour ce projet-là. En tout cas, je n'y crois pas. Donc ils retournent à leur garage et ils y croient. Ils disent c'est quand même dommage. Donc ils vont faire ce qu'on appelle le tour de leur famille. On appelle ça la love money. Donc ils vont demander à leur famille, voilà, on a une idée qui est géniale, on aimerait vraiment que vous nous accompagniez dans la réalisation de ça. Et donc ils repartent avec un tour de cash, ils retravaillent et voilà, le succès n'est pas encore au rendez-vous. Donc ils vont revoir le banquier et ils leur disent voilà, monsieur le banquier, voilà, on a encore développé une V2, voilà ce qu'il en est, on a des premiers retours. Et le banquier leur répond no way, toujours pas de transfo, pas de possibilité de vous financer. Et donc, ils repartent. Et donc là, ils sont un peu comme ce qu'il arrive pour certains entrepreneurs, start-upers, c'est stratégie de peut-être est-ce que je me fais différenciation, est-ce que je me diversifie, j'ai en tout cas un problème de revenus et donc c'est exactement ce qui se passe. Ils décident à ce moment-là, c'était effectivement la période des élections. Et donc la période des élections, c'était Obama contre McCain. Et donc ils se disent, nous, on va effectivement lancer des échanges et on va vendre des boîtes de céréales à l'effigie de deux candidats. Ils disent voilà, nous notre cœur de sujet c'est pas ça, mais nous on dit tiens, il y a cette tendance qui est là, on va vendre des boîtes de céréales. Et donc ils commencent à appeler des producteurs de céréales en demandant voilà, nous on aurait besoin. Ils commencent à faire leur packaging et donc ils le plient dans leur garage là, à faire des boxes, voilà, des cereal boxes. Donc, ils font les paquets de céréales, là, ils les mettent, ils les encapsulent, ils commencent à aller voir un peu des distributeurs côté grande surface, etc. Ils arrivent à convaincre des grandes surfaces. Et comme on est sur un produit qui est à l'effigie, etc., ils mettent un prix de vente qui est extrêmement important, aux alentours de 29 $ de mémoire, en sachant que la matière première, elle est standard, la céréale, et c'est effectivement le packaging avec à l'effigie de Obama ou de McCain. Ça marche plutôt. Ils font des ventes, ils ont un résultat qui est pour ceux qui ont en tête 29 €, 29 $, peu importe le paquet de céréales, on est sur une marge qui est aux alentours de 28. Hein, on est pratiquement le chiffre d'affaires, enfin les coûts directs ou indirects sont relativement faibles sur son kilo packagé. Donc ils arrivent à financer une partie de leur développement au travers de cette vente. Hein. Les élections, ça s'arrête à bout d'un moment. Et donc ils retournent vers le banquier et leur disent voilà, nous on a continué à aller sur notre idée, mais on s'est diversifié et on a mis en place des ventes de céréales. Donc bien entendu, le banquier
Le banquier rigole complètement en disant, il y a des ventes de céréales, combien vous en avez vendu? Bah, on en a vendu, voilà, 10 000, ok, bon, c'est rien, etc. Et donc, il leur annonce, l'équipe d'Airbnb leur annonce le chiffre d'affaires, et donc là, effectivement, le banquier dit, si vous arrivez à vendre une boîte de céréales 28 euros, je crois toujours pas en votre produit, mais si vous êtes capable de faire ça, c'est que vous serez capable de vendre n'importe quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu la première ligne de crédit qui a été accordée à Airbnb, non pas sur la base de leur conviction de produit, mais plutôt sur la base de leur capacité qu'ils avaient eu à créer de la valeur sur un endroit où les marges étaient relativement proches d'un produit customized, voilà, d'un produit de base, quoi. Et donc, c'est effectivement derrière cette histoire, cette notion de eh bien, si on a la bonne équipe, ça veut dire quoi bonne équipe, en tout cas, encore une fois, mais si on se pose la question de qu'est-ce qui fait que cette équipe, elle est compétente, quelle est sa force, quel est son point de vigilance, est-ce qu'on sera capable de nous remettre en question et de dire que c'est le client qui a raison, puisqu'à un moment donné, quand on est persuadé que c'est le client qui comprend pas notre produit, ou c'est plutôt que notre produit il sert peut-être pas, eh bien d'avoir, si on parle de pivot dans l'entreprise, hein, tout à l'heure il y avait des questions sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en période de crise. Eh bien, on a des pivots qui arrivent aujourd'hui, de nombreux pivots qui sont là. Quand vous regardez l'industrie française, hein, eh bien, d'avoir des chaînes de fabrication qui sont arrivées uniquement sur des masques. Eh bien, ça a été des recyclages de chaînes de production, c'est des développements de sujets de la e-santé qui explosent, alors que voilà, le sujet n'était pas encore complètement présent. On voit bien la force qu'a une équipe, et donc quelque part, et c'est la force des formations, hein, entrepreneuriales, c'est de mettre des gens qui ont cette conviction, qui ont cette envie, de les mettre autour de la table et de voir finalement quelle idée sortira. En tout cas, l'idée initiale, elle n'aura pas forcément l'importance si cette équipe, elle est câblée pour bien comprendre le marché et s'auto-challenger. Cliché, info ou intox, un capital social conséquent est nécessaire. À votre avis? Un capital social important, c'est ouais, alors effectivement, la question qui va être intéressante, il y a le BFR, il y a l'intensité capitalistique. C'est effectivement d'un point de vue financier, eh bien, si on parle d'intensité capitalistique, on parle du cycle de vente. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour être un concurrent de l'aviation, bah, va y avoir un décalage de trésorerie entre vos dépenses et vos revenus, effectivement. Ce qu'il en est. Et en même temps, ce qui est assez intéressant dans ces nouveaux modes de fonctionnement, c'est que avec les notions euh, de, de financement participatif, de campagne, eh bien, ou de précommande quelque part. Si on est sur des produits ou même des services, mais ça marche plutôt bien pour des produits, eh bien, on peut complètement se faire financer sa production au travers de, là j'ai pris Ulule, mais ça peut être effectivement de pouvoir profiter de ces nouveaux modes de financement et qui est de dire, bah, tiens, là j'ai la possibilité d'aller tester des choses qui sont relativement simples et de les vendre avant d'avoir produit. Donc, ça me donne à la fois finalement du feedback sur est-ce que ce que j'ai envie ce que je vends, est-ce que ça correspond bien à un besoin, est-ce qu'on est même prêt à financer ma production, et donc quelque part ça peut être ma première phase d'amorce financée par mes précommandes.
Et effectivement, ça dépendra de la façon dans l'activité. Si on est sur un sujet qui est vraiment plutôt que du servicing, plutôt digital, eh bien, il y a un sujet il me faudra du capital pour pouvoir financer mes développements. Si je suis si je suis sur une offre plutôt de services, enfin une offre avec des produits, eh bien, profiter de faire financer ma production initiale par mes early adopters, et mes early adopters étant ceux qui vont aussi confirmer que bien mon idée, elle intéresse bien des personnes. Eh bien, c'est quelque chose qui finalement qui est aujourd'hui assez possible, enfin qui est bien possible grâce à l'ensemble de ces sites que ce soit Ulule, que ce soit de complètement passer aussi par du crowdlending ou du crowdfunding en fonction de l'état de la startup, mais d'être en capacité tout de suite de pouvoir profiter d'une source financière qui n'est pas forcément celle qu'on a en tête dans le milieu financier. Et bon, là, vous ne voyez pas forcément le sujet, mais c'était pour vous dire que aujourd'hui, ce que dit le marché, c'est que la place regorge de cash. Business Angel, VC, donc vous avez des listes assez importantes de Business Angel ou de VC, de Venture Capital, qui sont soit spécialisés sur des secteurs, soit spécialisés sur des pays. Et on en a une foultitude. Jusqu'à il y a encore un peu, effectivement, la volatilité des marchés était telle que était assez faible, et les taux de rendement espérés pour payer la prime de risque étaient relativement proches de zéro. Et donc, on avait cette tendance à dire que la place regorgeait de cash. Et en même temps, ce qui était intéressant avant la situation qui est la nôtre actuellement, puisque les primes de risque ont complètement changé sur les marchés, et on est sur une phase où la volatilité implicite, elle est extrêmement forte, ce qui aura des taux de return qui vont être peut-être un peu différents. Eh bien, parce qu'on avait plus de cash, qu'il était plus facile d'avoir de l'argent, on s'apercevait que finalement, avant cette période qui est là, hein, mais avant cette période, on s'apercevait que les tickets, les montants unitaires étaient plus importants, mais qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on avait plus de cash qu'on pouvait se dire que si une idée, elle est grosso modo, qu'on pouvait plus facilement accéder au cash, c'est qu'on avait effectivement un ticket plus important, mais il y avait encore énormément d'énergie à avoir pour convaincre ces acteurs d'être financés par eux. Et donc ça aussi, c'était pour moi à la fois, oui, la place regorge de cash, mais non, ça ne veut pas dire qu'on va accepter de financer davantage de projets. En tout cas, quand on finance un projet, on le finançait à des montants plus importants, comme on pouvait en témoigner les différentes dernières levées de fonds avant cette période-là. Il y a encore des périodes, on en parlait la semaine passée avec l'ensemble des incubateurs du groupe INSEC et des avocats spécialisés sur le sujet. On a encore dans cette période-là des levées de fonds. En revanche, la question, ça va être effectivement, derrière ces fonds d'investissement, les VC, quel est le modèle économique, quel est on parlait un petit peu de quel est le montage financier qu'il y a derrière, et les répercussions peuvent être importantes, et donc on les a pas encore à ce stade, et ça dépendra bien entendu de chaque fonds d'investissement ou de quel va être l'objectif de retour de rentabilité vis-à-vis du secteur de la prime de risque qui a beaucoup changé, et d'une volatilité implicite des marchés qui est assez impressionnante actuellement, avec le VIX qui explose. Ça va? Donc ça, c'était pour moi un petit peu le cliché, et on a fait un travail, c'est le gouvernement qui a fait un travail, quelque part un peu, je vous mettrai, je vous laisserai les slides, bien entendu. L'idée, c'est finalement, qu'est-ce qu'un bon entrepreneur? Et donc, en France, on a développé ce qu'on appelait le dispositif Pépite,
qui est finalement apprendre, ou en tout cas enseigner, je ne sais pas si ça s'enseigne, mais apprendre les méthodes d'entrepreneuriat au sein des établissements. Et donc, ils ont développé quelque part ce qu'on appelle un référentiel de compétences. Hein. Ça, c'est c'est toujours un point clé. C'est effectivement, ils ont défini du coup un référentiel de compétences, et donc on retrouve bien ce mix de compétences hard skills, soft skills. Hard skills, puisque on a beaucoup parlé de financier aujourd'hui, mais de soft skills, de cette capacité aussi de s'entourer avec les bonnes personnes, cette capacité de bien construire finalement, de rebondir aussi en fonction d'un premier échec. Hein, certaines mindsets, on parle notamment de fixed mindset, growth mindset dans les soft skills, et d'adaptabilité. Hein, et donc, je vous ai listé un petit peu les compétences aujourd'hui qui sont modélisées en tout cas, et sur lesquelles, eh bien, dans les programmes entrepreneuriaux qui sont à disposition dans les différents établissements supérieurs, et bien, en tout cas dans les nôtres, on travaille à développer ces compétences qui vont être peut-être nécessaires mais pas suffisants. Mais en tout cas, on travaille à développer cette notion de comportement entrepreneurial, d'état d'esprit, cette notion de faire émerger cette opportunité, cette notion de prendre entre. La notion un peu plus méthodologique de la construction du projet, on parle souvent du business plan, en tant que non pas que business plan financier, mais de l'étude du marché jusqu'aux hypothèses financières. Hein. Et on parle aussi maintenant une fois que j'ai ce business plan théorique qui me semble solide, de ma capacité à lancer le projet et à bien entendu être capable d'avoir l'état d'esprit qui fera qu'on sait pertinemment que le business plan ne sera pas exécuté de la bonne façon, de la même façon que celle qu'on a écrite, mais d'être en capacité de pouvoir justement se dire ok, je suis en écart, et bien je vais intégrer ce feedback et potentiellement changer. On parlait tout à l'heure, certains vous évoquaient la partie stratégique, et bien là ça va être comment je passe du tactique au stratégique, comment le tactique alimente ma stratégie, et inversement dans cette boucle vertueuse. Et on parle aussi souvent dans l'entrepreneuriat de l'écosystème associé. Je finissais par ça, qui est pour moi une des bonnes pratiques. C'est, je ne sais pas s'il y a un bon ou un mauvais écosystème, mais c'est bien cette notion d'écosystème qu'on a développée aussi au travers des incubateurs. C'est cette notion d'avoir un écosystème qui permette de mettre un peu au regard des programmes d'incubation, de mettre au regard des éventuels parcours accélérateurs, et au sein du dispositif tel qu'on l'a construit, on a des parcours qui sont qui accélèrent un petit peu on parle de la sandbox au sein du groupe INSEC, on a des différents dispositifs qu'on a construits, cette notion aussi de challenge, de concours, d'être entre pairs, entre entrepreneurs qui n'ont pas le même produit ou pas le même service, mais qui vont avoir les mêmes peut-être difficultés méthodologiques à des moments, ou de se partager des bonnes pratiques, hein, les échanges de pairs, d'intelligence collective, de flow même, adossé à des programmes avec aussi des programmes d'école. Hein. Nous, ce qui nous semble intéressant, je vous raconte une anecdote, c'était une start-up qui est extrêmement aguerrie, qui est sur des levées de fonds importantes, et qui avait voulu, de notre école, et qui a voulu venir dans notre incubateur parce qu'ils voulaient être proches d'un état d'esprit de jeunes qui veulent avancer, et voulaient garder quelque part être connectés à un écosystème qui bouge, pour être sûr de voir finalement cet environnement dynamique là, et donc de profiter de cet environnement, et de ne pas faire les éventuelles erreurs qu'ils avaient fait, parce que ce créateur là avait raté, selon ses dires, le coche, et avait déposé le bilan sur une de leurs premières boîtes, et donc sur une première société, et voulait être connecté à un écosystème plus jeune,
pour se faire challenger, alors que son BP était bien écrit et la façon de l'exécuter était en cours, mais il voulait être en contact de jeunes qui va aller venir challenger, hein, notamment d'avoir un regard avec des jeunes en formation. Ça permet de croiser aussi et d'avoir un coup d'avance lorsqu'on se fait challenger, avec notamment des points de venting ou d'event. Voilà un petit peu le tour de mon propos, hein, cette notion des clichés qui existent, qui perdurent, qui sont plus ou moins vrais, des méthodes qui existent et en même temps une recette qui n'est pas toute faite. J'ai vu quelques questions sur toujours cette notion de quelle méthode pour pouvoir avoir la startup. Vous aurez énormément d'histoires différentes et chaque histoire peut être complètement va vous dire le contraire de celle d'à côté. Et ce qui va être important, c'est hop, je vous montre le slide 16, peut-être 15. En tout cas, ce qui va être important, c'est de rester focus sur l'intention qui est derrière et de casser finalement le cliché et de vous faire vous-même votre propre avis. Je vous prends un exemple simple pour finir. Typiquement, on a toujours dit et je vous le dis, en règle générale, allez voir un VC ou sans avoir vu un business angel, un venture capital, c'est-à-dire d'avoir demandé un fonds pour vendre un produit alors qu'on n'a pas le prototype et qu'on n'a pas des preuves. Eh bien, en général, on ne vous prêtera pas d'argent, on vous financera pas. Et en même temps, j'ai une des personnes clés de la French Tech a réussi à lever pour construire son prototype parce qu'elle a fait preuve de conviction et donc elle a prouvé qu'on pouvait financer massivement son prototype par des venture capital alors qu'elle n'avait pas encore de clients et elle fait partie des pépites de la French Tech aujourd'hui alors que 99% des gens ne financeraient pas ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention. Et puis, je suis... la vidéo est effectivement enregistrée et donc vous aurez à l'issue dès que la vidéo se déconnectera, vous aurez accès vous aurez accès à l'enregistrement dans les prochaines minutes. Pour tous ceux qui sont intéressés pour aller un peu plus loin au sein de notre écosystème, et je vous invite vraiment pour les entrepreneurs à aller voir les convictions qui sont un peu différentes. Hein. Chez certains, nous au sein du groupe INSEC, on a cette humilité dans nos programmes d'entrepreneuriat. C'est un peu l'esprit qu'on amène. Et donc pour ceux qui sont intéressés pour être incubés au sein de cet état d'esprit qu'on a, et que si vous êtes des anciens de chez nous, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et donc vous allez vous connecter à la page Innov INSEC. Et vous aurez toutes mes coordonnées et si vous êtes bien partie de nos anciens, eh bien vous êtes totalement les bienvenus. Et si vous ne le faites pas partie, c'est peut-être l'occasion de devenir un alumni du groupe INSEC pour qu'on puisse effectivement échanger plus en profondeur sur vos différents projets. Merci à tous et très bonne journée.